Pour le colloque de ce jour, différentes thématiques avaient été proposées. L'un des organisateurs nous a donc invités à lui dire laquelle nous choisissions de manière individuelle. C'est là que ce « je prends la castration » est sorti et m'a fait sourire. Aussi, lorsqu'il a été question de donner un titre pour cette intervention, j'ai fait confiance à ce qui avait jailli. Avec ce titre, nous sommes dans le nœud de ce qui nous occupe aujourd'hui pour la femme. Lorsque j'ai écrit « je prends la castration », la formulation m'a fait l'effet d'un mot d'esprit pour moi-même. J'ai entendu dans le même temps deux voix, une qui concerne la résolution de l'Oedipe et l'autre qui marque l'encombrement oedipien. Le paradoxe se situe dans le fait qu'en écrivant « je prends la castration », je pensais à la castration symbolique, visée d'une cure. Mais dans le même temps, j'ai entendu prendre la castration dans son acception active de la faire sienne, comme s'il y avait peut-être une possibilité d'être concerné par la menace de castration, de l'avoir, et là j'ai souri. Cette formulation pourrait alors s'entendre comme l'ancien souhait d'avoir le pénis, ce pénis-naï. Nous avions entendu lors des précédents colloques du RPH, avec les 3 temps de l'Oedipe, qu'il n'en va pas de même pour la fille ou pour le garçon. Pour la fille, le complexe de castration est ce qui l'a fait entrer dans l'Oedipe, alors que pour le garçon, c'est ce qui l'en fait sortir. Donc ce pénis-naï de spécificité féminine ouvrirait donc un destin particulier. La petite fille se confrontant à la différence des sexes voit qu'elle est manquante de cet objet qui deviendra support de son envie. Je cite Freud, la situation féminine n'est instaurée que lorsqu'au souhait visant le pénis se substitue celui visant l'enfant. L'enfant venant donc à la place du pénis selon une ancienne équivalence symbolique. Nous pouvons entendre dans cette formulation que la situation féminine se produit dans une tentative pour combler le manque et non dans un accès à une position qui le supporterait. Ensuite, la fille devenue femme pourra se tourner vers un homme comme figure substitutive, indique Freud, et ça a été évoqué dans les précédentes interventions de la journée, donc toujours dans cette tentative de combler. Cela peut faire entendre cette frustration des femmes concernant leurs compagnons. Par exemple, « il ne me donne pas ce que j'attends ». L'espoir de finir par avoir tout de même un jour un pénis et par là devenir égal de l'homme, dit Freud. Cela laisse entrevoir cette blessure qui s'entend dans cet espoir teinté d'un rabaissement de son propre sexe. Toute la difficulté pour la fille puis la femme serait cette traversée de la castration pour assumer cette blessure narcissique et ne plus utiliser l'énergie dans la voie de la combler. Voici ce drame oedipien de penser avoir alors que non, ce qui concerne autant la femme que l'homme par ailleurs. Mais pour la femme, ce drame pourrait se nouer autrement, sous ce sceau de l'envie du pénis, avec l'attente de la réparation d'une injustice dont elle serait la victime. La position passive que Freud met en regard de la position féminine trouve peut-être un écho dans cette position spécifique d'attente, une attente d'un espoir où le temps fera son œuvre. Là, je cite aussi, donc, que la fille reconnaisse le fait de son défaut de pénis ne veut pas dire pour autant qu'elle s'y soumette facilement. Ce souhait est resté conservé dans l'inconscient. Ce souhait, le pénis-naïd, aurait ici à s'entendre comme une lutte pour ne pas manquer, une lutte passive qui prend une forme tout à fait active pour les psychanalysantes. La souffrance associée à cette blessure peut prendre des formes diverses et lors des cures, cet ancien souhait manifeste toute sa puissance actuelle. En 1925, dans son texte « Conséquences psychiques sur la différence des sexes », Freud écrit « Les conséquences psychiques de l'envie du pénis, pour autant qu'elle n'est pas absorbée dans la formation réactionnelle qu'est le complexe de masculinité, sont diverses et de grande portée. Avec la reconnaissance de sa blessure narcissique, s'instaure chez la femme, pour ainsi dire comme une cicatrice, un sentiment d'infériorité. Après avoir surmonté la première tentative consistant à expliquer son manque de pénis comme punition personnelle et avoir saisi la généralité de ce caractère sexué,
elle commence à partager la dépréciation de l'homme pour ce sexe. Même lorsque l'envie du pénis a renoncé à son véritable objet, elle ne cesse pas d'exister. Elle se perpétue avec un léger déplacement dans la particularité de caractère qu'est la jalousie. Fin de la citation. En séance, ce que les associations de pensée mettent en évidence, en lien donc avec le fait de supporter cette charge mentale du foyer, c'est la dimension de toute puissance. Si je ne suis pas là, là je cite une psychanalysante, si je ne suis pas là, tout part en vrille. Une autre de dire, des fois je me demande comment il ferait sans moi. Mais c'est peut-être aussi de pouvoir nourrir cette voix qu'être une femme est une tâche plus ardue, c'est plus difficile. C'est elle qui fait plus, c'est elle qui est sacrifiée. Et là je cite une autre psychanalysante, c'est toujours moi qui fais tout. Lui, il est collé à son téléphone et il s'en fout. Cette activité permet aussi de nourrir la colère, voire la haine contre l'homme qui partage sa vie. Dernièrement, Nina disait en séance, je la cite, « Je fais tout le temps le ménage à la maison. Et donc je lui ai dit que lui, au moins, il peut s'occuper de la vaisselle. » C'est quand même elle qui délègue. Hein. Mais samedi, j'ai aussi fait la vaisselle car il voulait attendre le lendemain pour la faire vu que c'était le week-end. Et elle ajoute, « C'est moi qui ai décidé de la faire, cette vaisselle. Mais ensuite, j'étais dans une telle colère que quand nous sommes allés nous coucher, je supportais même plus qu'il soit à côté de moi. » Ces reproches faits aux hommes pourraient-ils s'entendre comme ce reliquat de reproches que eux soient nés garçons, et donc bien pourvus? Il me semble que nous pouvons ici percevoir ce déplacement du pénis Nile, avec cette perception des hommes qui pourraient tranquillement... Je verrai ça sur le divan. Tranquillement s'occuper d'eux-mêmes, avoir du temps pour eux, pendant que la femme, elle, doit faire. La femme pourrait faire parce qu'elle le veut, ou elle pourrait ne pas faire, mais ce que Nina nous indique, c'est que cette colère s'invite à la fête. Faire nourrit un reproche. Mon hypothèse est qu'au sein de la relation avec le compagnon, l'ancien souhait muet en jalousie se manifeste dans le quotidien. Cela ne donne bien évidemment pas crédit à ces messieurs pour laisser les femmes tout faire dans la maison, mais qu'est-ce qui fait précisément qu'une femme peut facilement être prise dans cette dynamique de vouloir tout faire? Je ne sais pas si le verbe « vouloir » est adéquat, car je pense que dans ce vouloir, c'est l'ancien souhait inconscient qui se manifeste. Elle voudrait tout, à entendre comme cette absence du manque, et elle se retrouverait à faire tout. Je cite, « Je fais plus que mon mari, et en plus pour rien. » Voilà ce rien qui repointe le bout de son nez. L'homme a, et la femme a rien. Cette charge mentale élevée au rang de revendication dans les vignettes de l'Internet ou alors dans les cures des psychanalysantes met en avant cette charge de travail que supporte une femme, montrant dans le même temps combien c'est injuste, mot très sensible pour les psychanalysantes. Quand je parle de ces femmes, c'est précisément parce que je ne suis pas exempte de cette affaire. Mais j'ai trouvé un homme, grâce à ma psychanalyse, qui m'a gentiment fait remarquer « Tu sais, avant de te connaître, je mettais des habits propres chaque jour. Les femmes savent, mais dans le même temps, ne veulent rien savoir de leur savoir sur ce manque qu'elles tentent de combler, au prix d'une grande souffrance et en se privant précisément de leur savoir. » Dans la lignée de Freud, qui invitait à poursuivre les investigations sur cette question du féminin, précisant que, je cite, « c'est une spécificité de la psychanalyse de ne pas prétendre décrire ce qu'est la femme, tâche dont elle ne pourrait guère s'acquitter, mais d'examiner comment elle le devient. » Lacan propose une voie d'entendement. Donc, le progrès de l'intégration de l'homme comme de la femme à son propre sexe exige la reconnaissance d'une privation. Privation à assumer pour l'un des sexes, pour l'autre, privation à assumer également pour pouvoir assumer pleinement son propre sexe. Bref, pénis Nile d'un côté, complexe de castration de l'autre. La privation est un manque réel d'un objet symbolique, dit Lacan,
Et la difficulté de la traversée oedipienne est que la fille va chercher à avoir des équivalents symboliques de cet objet qui lui manque dans le réel pour justement ne pas manquer. Cela va la propulser dans le champ de la frustration, manque imaginaire d'un objet réel. Nous retrouvons ici les répétitions d'expériences de frustration qui nourrissent la souffrance et la colère dont nous avons parlé plus haut, précisément pour ne pas avoir à supporter le manque. Il y en avait aussi un exemple dans l'intervention de Léa Lou de ce matin. Mais cette tentative de comblement n'est pas une voie de résolution, d'où la répétition inlassable. En ce point, il serait tout à fait opportun de parler de charge mentale, avec cette énergie déployée dans les tentatives qui ne peuvent fonctionner. C'est la voie de la castration, manque symbolique d'un objet imaginaire, qui permet de sortir de ces méandres oedipiens. C'est la voie que Lacan ouvre avec cette articulation au phallus comme signifiant du manque. Ne plus tenter de combler en s'enfermant dans la relation agressive avoir ou ne pas avoir, mais supporter de construire sa vie avec ce manque, non plus comme un poids, une souffrance, mais simplement insignifiant. Simplement, c'est justement là que réside toute la difficulté de cette voie de la construction symbolique à partir du manque. C'est cette voie que vise une psychanalyse, avec cette résolution du complexe d'Oedipe, mais surtout sa traversée symbolique. Par les associations libres de pensée, permettre à l'être d'accéder à un savoir sur son désir inconscient. Je dis être là, et plus seulement femme, même si mon exposé portait plus spécifiquement sur la femme, et on pourrait même en ce point-là parler de sujet. Je cite Lacan. La fonction constituante du phallus dans la dialectique de l'introduction du sujet à son existence pure et simple et à sa position sexuelle est impossible à déduire si nous n'en faisons pas le signifiant fondamental par quoi le désir du sujet a à se faire reconnaître comme tel. Ce signe, il ne l'obtient qu'à se mutiler de quelque chose par le manque duquel tout sera à valoir. Toute la difficulté qui participe de ce qu'une psychanalyse prend parfois un temps certain est de lâcher sur cette chose à laquelle l'être tient. Je dis chose car le travail psychanalytique d'association libre des pensées est ce qui permet d'accéder à la nomination de cette chose pour soi-même. Comment lâcher cette chose ? Peut-être de manière plus prégnante, il s'entend pour la femme que finalement, il n'y a peut-être justement rien à lâcher puisqu'il n'y a pas. C'est là aussi que se retrouverait cette difficulté peut-être pour écrire, pour poser une parole devant vous, car la parole n'est pas parfaite ni complète, justement. C'est ce qui est à assumer pour que la voie du désir puisse ouvrir celle d'une construction et non plus celle d'une frustration. Pour conclure, je vais laisser la parole à Lacan, en le citant. Le désir ne trouve à se satisfaire qu'à la condition de renoncer en partie. Ce qui est essentiellement ce que j'ai articulé d'abord en vous disant qu'il doit devenir demande, c'est-à-dire désir en tant que signifié par l'existence et l'intervention du signifiant, c'est-à-dire en partie désir aliéné. Merci.